Retour en direct, toujours sur TV Finance, sur le plateau de Direct Gestion. Mes invités ce matin, Marc Favard, le patron d'Hamilton Asset Management et gérant de Conviction Europe, et Sébastien Féjean, ID Midcap, analyste qui fournit toute la donnée riche sur les Midcap, segment qui surperforme 8 fois sur 11 les valeurs du CAC 40. Marc Favard, on va parler allocation tout de suite, un environnement alors compliqué et pas compliqué. Je m'explique. Compliqué parce que pas compliqué parce que tout monte. On a les actions, tout segment, on a les obligations et ça devient de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que le jour où on est monté de 10-15%, tout le monde se demande qu'est-ce qu'on fait maintenant. Alors on va déjà donner la nouvelle positive, c'est qu'il y a un vrai effet richesse pour les épargnants à travers soit leur placement obligataire et leur placement action. Et évidemment, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces placements, comment on les fait évoluer. Donc il y a deux problématiques sur la partie dite défensive, qui sont généralement les obligations. Donc on a des rendements très très bas et on voit mal comment maintenant on peut encore tirer quelque chose de cette classe d'actifs. Donc l'investisseur doit se tourner vers de la diversification dans des classes d'actifs un petit peu comparables, c'est-à-dire qui n'ont pas la volatilité des actions. Et là, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus technique. Ça demande l'avis de spécialistes. Alors, dans les formes de diversification que vous pouviez envisager, c'était pourquoi pas être effectivement sur des obligations ou des placements très court terme en dollars américains. Là, c'était jouer un petit peu l'effet dollar. Vous avez encore dans le monde obligataire des choses qui peuvent être un peu du cas par cas, mais je dirais que l'univers des obligations bancaires peut avoir encore de l'intérêt puisque les banques se dotent de fonds propres de plus en plus importants. Elles peut-être donnent moins de marge de manœuvre de retourner leurs résultats, mais elles deviennent de meilleure qualité et plus solides, et vous arriverez à trouver des investissements de 3 à 4%. Et je dirais qu'il y a une troisième idée d'investissement, ce sont ces gérants qui ne font pas des paris forcément directionnels sur les marchés, qui font des arbitrages. Alors vous avez la thématique des opérations de rachat de sociétés, donc il y a des fonds qui s'appellent Event Driven, qui sont très concentrés sur cette thématique. Event Driven, voilà, très concentrés sur cette thématique. Et vous avez les fonds qui sont d'arbitrage, action contre action, obligation contre obligation, avec l'objectif de vous faire Eonia qui est à 0, plus 350 points de base. Donc là, le message général, c'est de diversifier vos placements. Alors après, on peut prendre un petit peu plus de risques, évidemment, aller vers les actions, mais bon, ce n'est qu'un petit montant par rapport à cette partie défensive. Et les actions, vous voyez bien qu'il fallait commencer à faire maintenant depuis 2-3 mois des choix de rotation, aller un peu plus vers l'Europe, aller un peu plus vers les marchés value, Europe et Japon. Pourquoi on va un peu plus sur ces marchés? C'est qu'on a un petit peu plus de visibilité. Regardez sur l'Europe, les chiffres économiques on parle maintenant d'1,5 point de croissance cette année, des entreprises qui ont des marges moins fortes qu'aux États-Unis. Donc on joue sur ces marchés un petit peu l'effet de rattrapage après une hausse de 5 ans du marché américain qui peut avoir un peu une certaine maturité, et où on voit les éléments de politique monétaire vont probablement influencer sur le marché. D'accord, je me tourne vers Sébastien Féjean. Est-ce que vous pensez que cet afflux de liquidité qu'on connaît aujourd'hui va favoriser justement ce que Marc évoquait, c'est-à-dire peut-être des cibles, des acquisitions, des fusions, un retour justement d'une certaine ébullition sur ces marchés? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très clairement une thématique qui nous est présentée par l'ensemble des sociétés, puisque vous savez qu'on est en pleine publication des résultats annuels, et donc on a également l'occasion de faire le point sur les perspectives pour l'année 2015 et ensuite. Je l'ai évoqué précédemment, on commence à avoir effectivement les opérations significatives qui commencent à être annoncées. On avait vu que Téléperformance avait donc réalisé une très belle opération aux US à l'été dernier en rachetant Aegis. On a vu également Ingenico. On a eu l'annonce ce matin de Jacquet Metals qui souhaite acquérir le réseau de distribution qui représente quand même un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros auprès de Schmalz & Beckenbach, qui est un producteur distributeur d'aciers spéciaux suisse. Bref, on a effectivement beaucoup de M&A parce que les entreprises souhaitaient attendre d'avoir justement le point d'inflexion et d'avoir finalement des comptes 2014 qui devaient permettre de pouvoir avoir une vision assez bonne à la fois bilancielle mais également en termes de marge dans un cycle raisonnable des sociétés qu'elles souhaitaient acquérir. Et donc on pense qu'effectivement ça pourrait être une thématique intéressante qui est évidemment pas prise en compte actuellement par essence puisque ce sont des opérations à venir, mais qui pourrait évidemment redonner des marges de manœuvre à des entreprises qui en plus
peuvent se financer à des taux extrêmement intéressants. Vous nous avez cité justement des valeurs françaises qui ont fait leurs emplettes à l'étranger, aux États-Unis, en Suisse. Alors aux États-Unis, c'est compréhensible parce qu'on avait quand même une parité il n'y a pas si longtemps de 1,40. Aujourd'hui, on est dans la situation inverse où finalement on se retrouve avec un eurofall parce que ça ne va pas faire l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est les Américains ou d'autres, on peut penser aux Norvégiens, aux Suédois qui ont des fonds extrêmement puissants, qui pourraient acheter des sociétés françaises à bon compte avec un euro-dollar à 1,05 actuellement. Ah mais c'est clair que de toute façon ça donne des marges de manœuvre à des groupes américains. On se souvient que des entreprises comme Sperian avaient été acquis avant la crise, je crois que c'était en 2009 ou 2010, enfin, c'était après la crise, mais c'était effectivement, ça avait été fait par un groupe américain qui était Honeywell. On a vu effectivement que historiquement IBM et les grands acteurs des services informatiques ont toujours été très friands de sociétés dans l'édition de logiciels en France, parce que c'est vrai que la problématique des boîtes françaises, c'est de finalement avoir une très bonne techno, mais de ne pas être américain qui est le premier marché. Donc mécaniquement, les bonnes technos, une fois que vous les pluguez avec le bon réseau, ça fait effectivement des choses intéressantes. Donc l'histoire des boîtes de logiciels françaises, c'est quand même avant tout de se faire acheter par les Américains, entre autres. Et c'est vrai qu'aussi la thématique des services informatiques, hein, on a dit que les grands Indiens étaient extrêmement intéressés par éventuellement prendre des positions en Europe. Si l'économie repart, si effectivement les sociétés comme GFI et d'autres, avec des structures capitalistiques spécifiques, ont toujours été citées parmi celles qui pourraient faire l'objet de M&A, il est évident que c'est aussi un facteur qui sera un facteur dynamisant pour le segment des valeurs moyennes. Le bémol, c'est qu'évidemment, lorsqu'une société se fait racheter, elle quitte la cote. Et donc, si vous voulez, la problématique qu'on a actuellement, c'est plus d'avoir un flux de sociétés immatures. J'entends medtech, biotech, j'entends immature parce qu'encore une fois, il n'y a pas de cash flow historique et récurrent, donc ce qui pose évidemment un problème. Et le second point que je vois concernant les biotech, c'est qu'en France, historiquement, on n'a eu aucune biotech cotée qui est parvenue à mettre un médicament sur le marché, y compris celles qui sont historiquement là depuis 1998 pour Transgène et je crois de 99 pour Nicox. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de productivité réelle de la biotech française. Alors maintenant, tout le monde m'explique que c'est plus mature, que ça a changé. Mais pour le moment, il faut dire qu'effectivement, les faits sont têtus. Là aussi, hein, pour revenir effectivement sur l'exemple de Genfit qui a flambé l'an dernier avec 300% d'augmentation, on a effectivement une molécule qui potentiellement ouvrirait un marché de 30 à 40 milliards. Donc là, tout le monde a envie d'en être et on voit ces valorisations qui flambent. Marc Favard, vous, dans votre spectre pan-européen, est-ce que justement vous mettez en portefeuille des valeurs à potentiel comme ça, medtech, biotech, ou vous êtes plutôt un petit peu en retrait par rapport à ces structures? En général, alors on va plutôt aller chercher des grosses biotech américaines, c'est-à-dire que où les portefeuilles sont là, où il y a une croissance, donc on a beaucoup plus de visibilité. Donc oui, on est rentré sur nos fonds small cap, sur les dossiers, certains dossiers que vous avez mentionnés, mais on essaye d'être assez agile en se disant que effectivement, soit elles risquent d'être achetées, donc c'est un peu pour ça qu'on les rachète, mais en étant aussi un peu plus prudent sur leur capacité de mise en marché qui peut prendre du temps. Donc on va plus les acheter en disant très souvent sur ces dossiers-là, on parle de quel est l'acteur qui va les racheter. Alors sur les medtech, on a par exemple nous une idée sur Smith & Nephew qui est donc une société anglaise qui est le 4e acteur mondial, qui justement peut faire l'objet, puisqu'on parlait de rapprochement d'un rachat d'un acteur américain, on parle Johnson & Johnson ou d'autres, et là c'est une idée, on aime bien, même si on en a moins, on n'a pas aujourd'hui une société comme Shires, qui est donc présente sur les maladies orphelines donc anglaises, et qui est un positionnement justement sur ces maladies où il y a moins de compétition, et des mises en marché qui peuvent être très, très rapides, donc c'est bien une thématique qu'on aime, mais qu'on apprécie plutôt sur son périmètre mondial. Et dans cette guerre euro-dollar, on voit qu'on va peu ou prou arriver à parité. C'est quelque chose qui vous inquiète, ou pour vous c'est justement un relais de croissance de peut-être voir ce marché des M&A, donc Merger and Acquisition, fusion-acquisition qui redémarrerait? Alors je dirais que pour les sociétés européennes qui ont fait les acquisitions il y a simplement 3-4 mois, il suffit de prendre la liste, et certaines ont en effet des très belles opérations, hein, donc SR Téléperformance, même Publicis, mais il y en a
un certain nombre. Donc il faut aller regarder toutes ces opérations qui ont été faites il y a moins de 3-4 mois. Et à bon compte, parce qu'on rappelle, il y a 3-4 mois, c'est comme si on avait payé finalement avec un discount de 30%. Alors maintenant, c'est peut-être du côté des États-Unis ou d'autres marchés, vous parliez des marchés nordiques, où acheter des sociétés européennes, on les achète sur un niveau de 1,05 €. Alors c'est vrai que vous mentionnez, est-ce que on verra peut-être la figure, il y a des chiffres magiques, mais déjà même le niveau d'1,05 est quand même un niveau relativement important. Et puis maintenant, on vous parle du niveau d'entrée de l'euro, je crois que c'était quoi, 0,93, 0,97 l'entrée dans ça nous rajeunit pas, mais ça doit être ça. Oui. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, ces marchés sont quand même européens, portés par cette liquidité abondante, par le QI. Je rappelle que le QI japonais a permis à la bourse, de manière très rapide, de faire plus de 40%, et de manière très rapide. Donc est-ce qu'on va répéter ce qui s'est passé au Japon, où je crois en 6 mois, la bourse a monté de 40, on est 18-19, ça c'est le côté positif. Ça c'est positif, ça veut dire qu'on est à la moitié du chemin. Est-ce qu'on va continuer à investir, ou bien justement on attend aujourd'hui du côté des gestions un repli qui semble ne pas arriver? Alors, évidemment, je pense que tout le monde est un petit peu en retard. On va avoir aussi toujours des flux qui cherchent à s'investir. Je crois que nous, personnellement, aujourd'hui, on est un tout petit peu plus prudent. Il n'y a rien à l'horizon, voilà, mais il peut se passer des choses. Vous allez avoir, je pense aux négociations peut-être avec l'Iran. Il peut se passer des choses, et notamment sur la politique de la Banque centrale américaine, qui peuvent être des bonnes occasions, voilà, pour se remettre dans le marché. Surtout, on fait attention à acheter des titres qui ont, dans les 15 derniers jours, 21 jours, monté de 15-20%. C'est peut-être pas la peine de sauter sur ce type de dossier, et parce qu'on aura à un moment une forme de pause. D'accord. Pour vous, Sébastien Féjean, s'il y a 2-3 idées sur les mid-cap actuellement que vous recommandez en particulier à vos clients, sur quoi on peut encore aller malgré les belles performances depuis le début de l'année? Alors récemment, donc, on est repassé acheteur sur Mersenne pour jouer effectivement la thématique d'une amélioration du cycle. Mersenne, d'accord. Voilà, on est toujours très intéressé par Ingenico, parce qu'on pense que l'histoire est loin d'être finie avec la migration OMV aux États-Unis, parce que finalement les Américains découvrent Ingenico, puisque vous savez que il n'y a pas de carte à puce, il n'y avait pas de carte à puce, il n'y avait que des strip cards aux US, et donc la problématique que beaucoup de gens n'ont pas forcément saisie, c'est même si Apple ou Google se déploient, il va falloir forcément, dans le sans fil, il faudra forcément un terminal pour sécuriser la transaction. Et quand on voit les problématiques de sécurité qu'on peut avoir actuellement, il est évident que des nouvelles technologies peuvent arriver, mais avant qu'effectivement on change pour une technologie qui fonctionne et qui est sécurisée et qui permet de ne pas avoir de problème, on pense que la barrière à l'entrée est relativement élevée. On aime bien tout ce qui est encore Corian Medica, parce qu'on pense que les synergies, le développement européen est loin d'être achevé. On est relativement aussi intéressé par des sociétés comme Cegid et d'autres qui sont des sociétés qui vont mécaniquement bénéficier d'une amélioration de la croissance, et qui en plus peuvent faire l'objet potentiellement de M&A. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour nous d'être fondamentalement acheteurs, parce que d'abord on est des polytraumatisés. Ça fait, on a quand même connu une décennie qui n'a pas été la meilleure sur les marchés financiers, loin s'en faut. Et ensuite, c'est vrai qu'on a quand même encore, à mon avis, des éléments géopolitiques qui sont pas du tout pricés dans le marché. Et donc c'est vrai que, comme d'habitude, c'est toujours des choses qu'on ne verra pas qui provoqueront un retournement. En tout cas, il reste du potentiel. Bonne nouvelle sur les mid-cap qui surperforment régulièrement l'indice CAC 40. Donc de bonnes idées pour ce spécial mid-cap, de quoi en mettre dans votre portefeuille. Merci à mes deux invités, Sébastien Féjean de ID Mid-Cap et Marc Favard, le patron d'Hamilton Asset Management. Cette édition de Direct Gestion est maintenant terminée. On se retrouve demain matin à 9h20. Tout de suite, Direct Investisseur.